je suis ici. Théo? Théo? Je suis... Ah, c'est pas possible ça. Bon, bah pour ce nouveau numéro d'Honore ses trésors, on va s'intéresser à une tradition du Nord-Pas-de-Calais, les géants, les héros de nos carnavals, qui unit un petit peu l'histoire du Nord et de la Belgique. Alors on va plonger ensemble dans leurs secrets, au cœur de cette maison des géants de Douai qui nous accueille aujourd'hui pour ce nouveau numéro. On va rencontrer Monsieur Gaillan et toute sa famille. Monsieur Gaillan qui a donc 495 ans. Théo, je suis ici. Venez, je suis sous la robe de Madame Gaillan. Ah bah voilà, vous m'avez trouvé. Je suis donc avec Fabien Bichard qui est chef de lunettes. On va lui poser la question sur ce chef de lunettes. Mais Fabien, n'importe qui peut devenir porteur de géant parce que c'est très physique quand même. Oh là là, non, tout le monde ne peut pas devenir porteur de géant, surtout à Douai. Ici, c'est une sacralisation, c'est important. Pour être porteur de géant, il faut avoir un membre de sa famille qui peut être déjà géant avant nous. C'est-à-dire que nous, on est là pour remplacer nos aïeux. On est là pour remplacer notre grand-père, nos oncles, nos cousins. En fait, il faut être coopté pour rentrer dans la famille Gaillan. C'est-à-dire qu'il faut avoir un lien de famille pour pouvoir avoir l'honneur de porter la famille Gaillan. Donc c'est une corporation en fait, comme les corporations du Moyen-Âge. C'est une corporation comme du temps du Moyen-Âge, exactement. À l'issue de notre famille, en fait, on était des porte-fées, en fait. On déchargeait les péniches à l'entrée de Douai. On est tous issus de la même rue qui s'appelle la rue Théophile-Bras à Douai. Je vous demandais si on peut tous être porteurs de géants, je comprends, mais quand je demande aussi porteurs de géants, il peut y avoir des porteuses de géants? Eh non, comme vous l'avez dit, c'est une vieille tradition. Il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Alors, votre rôle, c'est chef des lunettes. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que c'est moi qui vois pour les autres. Ah, pareil. Là, en arrivant, vous étiez dans Madame Gaillan. Voilà. Je pense que c'est de là qu'on vous a vu. Et en fait, je mets ma figure ici. Et c'est moi qui vois pour les autres, en fait. À l'intérieur, on est 6 à porter. Et c'est moi qui guide. Attention, devant, il y a un trou. Attention, devant. Attention, on va s'arrêter. Attention, on va danser au rythme du tambour. Danser au rythme du tambour. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que on a l'impression que les expressions de Monsieur Gaillan, Mme Gaillan et toute la famille sont un peu figées. Mais donc, avec le mouvement, avec la danse, vous leur donnez vie. En fait, nous les porteurs, on est un peu l'âme de nos géants. Hein. Si vous préférez ici à Douai, on appelle ça notre papa, notre maman. C'est très identitaire. On se retrouve tous en juillet pour fêter nos parents, en fin de compte. Et puis, donc, nous, on arrive, là, les petits hommes en blanc. Et puis, on donne vie à nos géants. On danse, on s'arrête, on fait des rigodons. La danse traditionnelle, on court. On fait des demi-tours, on s'arrête, on repart. Enfin, on leur donne réellement vie, quoi. Alors, c'est très drôle, vous parlez de on court. Théo, je vais me permettre de soulever un tout petit peu sa jupe pour que vous compreniez. Vous allez voir, il n'y a pas de roulette. Il n'y a pas de roulette du tout. Ça veut dire que quand on entre dans le géant, en fait, déjà, on est plus ou moins sur les genoux et ensuite, on va donc soulever Monsieur Gaillan, Madame Gaillan. Il pèse combien, là? Alors, Monsieur Gaillan, c'est 370 kilos. Madame Gaillan, c'est 250. Donc vous êtes combien On est 6. 6. Ouais. On est 6 à se partager le poids. Et en fonction de l'inclinaison des rues, vous avez plus ou moins de charge en fonction sur votre épaule gauche ou sur votre épaule droite, en fonction de où vous vous trouvez dans Monsieur ou dans Madame Gaillan. Je disais, il faut vraiment avoir des muscles, il faut donc soulever Monsieur Gaillan, Madame Gaillan. Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu fou quand même pour être porteur? Alors c'est d'ailleurs un critère de sélection. C'est vrai. c'est réellement un critère de sélection. Il faut surtout être passionné en fait. Ouais. En fait, il faut surtout être passionné. Dans le Nord, on est des gens très passionnés. Si vous allez au carnaval, ils font la fête pendant 3 mois. Et ils n'arrêtent pas de nos amis dakarquois. Et nous, à Douai, on a cette spécificité. Nous, on porte les géants. Et puis, en fait, c'est tellement une tradition familiale. On a le poids des géants, mais on a aussi le poids de la famille sur le dos. De la famille, ce qui fait qu'en fait, cette folie, elle est reconduite de père en fils, quoi. Et on grandit dans ce milieu-là. Et nous, toute l'année, on parle de la famille Gaillan. Et ça rythme un peu notre année, entre guillemets. Hein. On a tous une vie professionnelle, mais ça rythme réellement notre année. Donc oui, il faut quand même être un peu fou quand même. Ça rythme votre année. On va justement voir, parce qu'on a un peu de chance, Monsieur et Madame Gaillan ont encore leur tenue. Normalement, ils doivent passer en hibernation. On va vous expliquer tout ça, mais avant toute chose, moi j'aimerais bien comprendre, Théo, d'où nous vient cette tradition des géants. Expliquez-nous un petit peu. Oui, Manuel, et on va tout comprendre de l'histoire des géants. On va en découvrir d'abord un nouveau à Hersching, ici, Monsieur le maire. Quel est ce géant? Quel est son nom? Bien, déjà bonjour et bienvenue à Hersching. Merci. Petite commune mais grand géant, le géant c'est la Garliche. Alors l'histoire de la Garliche, ça vient des muscades de la Garliche. C'est écrit par Charles Delin. C'est un conte. Et ce conte raconte l'histoire d'un petit garnement qui s'appelle la Garliche. Alors la Garliche, l'origine c'est quoi? C'est un petit poisson d'eau douce qui a tendance à passer entre les mailles du filet, comme ce petit chénapan qui embêtait le garde champêtre et souvent passait entre les mailles du filet et ne se faisait pas avoir.
Il s'avère qu'à un moment de sa vie, il croise le roi des Pays-Bas, qui passe par Hersching, comme quoi c'est à l'international, Hersching, que voulez-vous. Et ce roi, à qui Lagerlich a joué un petit tour, décide de le nommer Premier ministre des Pays-Bas, parce qu'il le trouvait assez roublard et assez malin. Il n'a pas duré très longtemps comme Premier ministre, je ne sais pas si c'est d'actualité, un petit peu, voilà. Et il a préféré devenir le meunier du roi. Dans les derniers jours de sa vie, en fin d'année, il demanda à son épouse de lui confectionner quelques gaufres. Il mangea une gaufre, il s'éteint tranquillement, mais il avait décidé de jouer son dernier tour en montant au ciel et en rencontrant Saint-Pierre. Il négocia, malgré sa vie un petit peu atypique, négocia son passage au paradis contre un paquet de gaufres et il a évité les enfers. Voilà. Un bon échange. Un bon échange, voilà. Justement, ce géant, Lagerlich, c'est un géant qui sort notamment sur la fête de la gaufre, c'est ça, Hersching? Tout à fait. C'est important pour vous, en tant que petite commune, d'avoir cette représentation, cette connexion à votre population? Ce géant est arrivé dans les années 80, 83 exactement. C'est lié à une troupe de Lille, une troupe de théâtre, le Prato, qui est venue intervenir sur la commune, qui est venue travailler avec les concitoyennes et les concitoyens de ce territoire, avec les scolaires, et on fait des représentations. Et ça crée une ambiance particulière où tout le monde s'est retrouvé sur un projet commun. La fête de la gaufre, c'est 20 000 gaufres de cuites, c'est pas rien, fait avec des bénévoles, des plus jeunes, 5 ans, aux plus anciens, plus de 80. On a des sourires, on a des fous rires parfois, avec les jeunes qui taquinent les anciens qui taquinent les plus jeunes. Et puis on a l'impression que c'est tout simplement, on est en famille. Alors l'histoire de ce géant, on vient de la voir, on va voir aussi l'histoire des géants. Je voulais premier Manuel, on va découvrir d'où ils viennent ces géants. Anne-Sophie Tazarek, vous êtes conseillère régionale, vous êtes spécialiste aussi des géants. Ces géants, depuis quand on peut les dater? Est-ce qu'il y a cette tradition, d'où elle vient dans la région? Alors la première apparition en fait des géants remonte au XVIe siècle avec par exemple à Douai, à Maubeuge. Et donc pour celui de Douai en particulier, parce que nous sommes dans le Douaisis, il s'agit donc de Monsieur Gaillan qui est né donc en 1530, donc il fêtera bientôt en fait ses 500 ans en 2030. Et donc voilà, c'est une tradition qui est bien ancrée dans les Hauts-de-France et dans le Nord en particulier. C'est surtout une tradition qui s'ancre entre les Flamands, la région, c'est ça? C'est surtout le côté flamand de la région qui a mis en place ces géants? Alors, a priori, en nombre, on est à peu près à 1200 au niveau des Hauts-de-France, mais bien entendu, ça évolue au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de naissances aussi. Les géants peuvent se marier et procréer, bien entendu, comme à Courchelette, récemment, en fait, il y a eu le petit Clément aussi qui est né, tout simplement, qui est arrivé dans ce beau village aussi. Ces géants, dans leur création, ils représentent des personnages fictifs, des personnages légendaires, ou c'est de l'inspiration même réelle? Alors, les géants, en fait, il y a plusieurs figures, en fait, tout simplement, il y a des figures locales. Ils peuvent représenter aussi des métiers, ils peuvent représenter des personnages légendaires, mais également aussi des animaux. Donc c'est très variable en fait d'une commune à l'autre en fonction des messages qu'ils souhaitent passer. Et au fur et à mesure de l'histoire, ces géants, ils sont suivis l'évolution de la vie, de nos vies, des régions, des communes. Vous parliez avec nous juste avant d'un géant en fauteuil roulant. Tout à fait, il s'appelle Andy en fait et c'est sur la commune de Féchin et ils ont été en fait dans la dynamique aussi, ils souhaitaient passer un message avec ce géant, avec la sensibilisation sur le handicap auprès des écoles, etc. Et donc c'est vrai que c'est des beaux messages aussi qui sont passés grâce à l'utilisation et à la présentation aussi de ces fameux géants avec une dynamique un peu plus originale et ludique. Pourquoi ces géants, on les voit surtout lors des carnavals, lors des grandes fêtes de communes? Ce sont des objets festifs, mais pas seulement. En fait, ils transmettent aussi des valeurs et des valeurs qui nous sont propres aussi, comme les valeurs d'entraide, de solidarité, de convivialité. En fait, c'est des qualités aussi que nous avons, nous, les habitants en fait, des Hauts-de-France. C'est ce côté chaleureux du Nord qui ressort aussi à travers les géants, cette convivialité? Tout à fait, en fait, parce que ça rassemble énormément de personnes. En fait, ici, à la fête de la gaufre, c'est vrai que c'est des milliers de personnes qui sont aussi
du Douaisis, donc plus largement aussi, et bien au-delà aussi. Et donc, ça rassemble les générations également. Et ça perdure aussi dans le temps, en fait. Donc depuis 2005, les géants sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, 20 ans cette année. C'est important, c'est un moyen très important de les protéger, de continuer à faire vivre ce savoir-faire. C'est important cette reconnaissance parce que ça protège aussi les savoir-faire, ça les valorise et ça permet aussi de transmettre au niveau culturel le patrimoine vivant en fait. Merci à vous pour toutes ces informations sur l'histoire des géants. On est désormais incollable sur l'évolution de ces géants et je vous retrouve Emmanuel justement, on retourne à Douai. On va revoir la famille Gaillan et on va un petit peu explorer l'histoire de la famille Gaillan à travers les années. Merci beaucoup Théo, c'est beaucoup plus clair au niveau de l'histoire des géants. On est de retour ici à la Maison des Géants avec Thierry. Là sur ce mur, il y a l'histoire des géants. Les fêtes de Gaillan en juillet, c'est incontournable à Douai. Ah, c'est l'événement à pas manquer, ouais, forcément. Et ça date. Et là, comme vous pouvez voir ces photos qui datent de fin 1800, début 1900, il y avait déjà de la foule sur le rassemblement des fêtes de Gaillan, qui est encore vrai aujourd'hui, quoi. Et on voit aussi que Monsieur Gaillan, Mme Gaillan et la famille, ils ont changé aussi, ils sont modifiés. Je veux dire, ils sont devenus plus grands, plus lourds. Ah, ils ont eu des périodes où ils étaient un peu plus petits, ils ont eu des périodes où c'était un peu plus grand, ils ont eu pas mal de tracas dans leur vie de géant, hein. Là, c'est avant les bombardements de la guerre, hein, donc forcément on a dû les reconstruire. Comme on a pu les voir aujourd'hui, ils sont comme ça depuis 1954. Là, c'était avant que les guerres leur font du tort, du mal, puisque leur maison à l'époque avait été bombardée. Hein, donc ils étaient comme ça avant les guerres. Donc les reconstruire, mais les reconstruire avec aussi, si je puis dire, des règles bien précises, parce que les géants sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Alors aujourd'hui, ils sont inscrits, ça va bientôt faire 20 ans. Mais oui, c'est les règles sont définies. C'est-à-dire qu'après, c'est une volonté aussi des Douaisiens. Hein. C'est très, j'arrête pas de le dire, mais c'est très identitaire. On se reconnaît dans nos géants. Si Monsieur Gaillan et Madame Gaillan sortiraient une année avec des habits différents, la foule ne comprendrait pas, la population ne comprendrait pas exactement. Alors c'est comme ça, ils sont inscrits, ils ont leur tenue et on a quand même de la chance. Je vous disais, voilà, Monsieur et Madame Gaillan ont encore leur tenue de défilé, mais en effet, normalement, ils vont passer en hibernation. Alors, hop là, pour ça, on a en plus Thierry Cramette. Alors Thierry, vous êtes porteur, habilleur, restaurateur, en fait vous faites le contrôle technique, c'est ça qu'on va dire. C'est un peu ça, mais vous, comment vous êtes tombé dans la tradition des géants? Bah, en fin de compte, moi je suis porteur de Fillon, donc Semaine Calo. Voilà. Donc Semaine Calo, bah, depuis 1958, c'était mon père qui était porteur. Et donc quand il a arrêté, bah, il m'a demandé si je pouvais porter Semaine Calo. Donc on a fait un essai, ça fonctionnait impeccable, donc j'ai continué. Et maintenant, bah, depuis 1990, je suis porteur de Fillon. Et après, bah, dans les habilleurs, il y a eu une personne qui a arrêté, quoi. Oui. Donc on m'a demandé si je voulais être habilleur des géants. Donc c'est comme ça que vous êtes devenu habilleur. Donc je suis devenu habilleur. Après, de ma profession, je suis menuisier. Donc on m'a demandé de vous occuper de l'osier, du bois l'osier, de tout ça, tout le matériel, de l'ossature, bois. Et après, on m'a demandé si je voulais être restaurateur. Donc, bah, c'est une chose que j'ai pris, bien sûr, parce que c'est un honneur de s'occuper de ces géants-là. Là, donc, ils sont en phase d'hibernation. Donc là, leurs tenues sont déjà enlevées. Ça va être le cas après de Monsieur et Mme Gaillan. Donc, on enlève les robes, les bras aussi, on les enlève. Et il faut vérifier tout ça. Comment ça va fonctionner après pour vous? Bah là, en fin de compte, quand ils vont être déshabillés entièrement, je vais faire un contrôle de tout ce qui est osier. Monsieur Gaillan, il n'y a que la cape et la robe qui s'enlèvent. Sinon, on ne peut rien enlever d'autre. En revanche, Madame Gaillan, bah, elle va être déshabillée entièrement, quoi. On enlève les bras, on la déshabille carrément. Là, bah, vous pouvez voir, là, il y a eu des petits dégâts sur la roue de la fortune. Oui, au niveau des pieds, tout ça. Mais bon, ça, c'est avec le pot de l'eau qu'il y a eu dessus. Et après, bah, sinon, c'est surtout l'osier. Parce qu'en général, les Douaisiens, ils veulent toucher. Ah. Donc, ils prennent d'une façon où, bah, faut éviter, ils cassent l'osier et tout ça, quoi. Donc après, avec notre artisan Isabelle Bréant, bah, on fait une vérification totale de tout l'osier. Oui, donc un véritable travail de contrôle technique à faire pour qu'ils puissent repartir au mois de juillet prochain. En bon uniforme, quoi. Fabien, revenez avec nous. Là, donc, c'est la période d'hibernation, révision, etc. Mais à partir de quand vous allez commencer à vous préparer pour les fêtes? C'est à partir de quel moment de l'année prochaine maintenant?
Oh ben, dès janvier. Pour le mois de juillet. Ah, d'accord. on va se dire bonne année et bientôt gagnant. Non, plus sérieusement, toute l'année, on a quelques réunions au sein de la confrérie, au sein de la famille Gaillan. On se prépare, on anticipe les départs, les recrues, etc. Et puis, bon, physiquement, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de règles à tenir. Si vous passez votre journée de travail assis derrière un bureau, forcément, un jour, vous enfilez les baskets et vous allez dire, je vais faire un petit peu de cardio. Sinon, non, il n'y a pas réellement de préparation physique spécifique. Je vous dis, on se connaît, on sait tous nos capacités physiques. Alors, on se prépare plus ou moins en interne, mais il n'y a pas de règles définies, non. Et juste le bonheur de pouvoir ressortir avec Monsieur et Mme Gaillan et toute la famille. C'est Je crois que exactement c'est ça. ça, le rassemblement, le retour de la famille, parce que la famille qui vit loin en France, elle remonte spécialement pour les fêtes de Gaillan. Donc tout ça fait que c'est réellement un énorme bonheur. C'est une réunion de famille, quoi, tout simplement. Une réunion d'une grande famille. Fabien et Thierry, merci beaucoup pour votre temps. Merci à On vous. va vous laisser mettre en hibernation Monsieur et Madame Gaillan, mais les géants, on continue d'en construire. C'était le cas par exemple, enfin c'est le cas par exemple à Arras, le géant Mao d'Artois près de Doulan. C'est un reportage de Noémie Racco. Les traits de visage de Mao sont dévoilés et sa tenue aussi. Une robe couleur bleu roi ornée de motifs floraux du XIIIe siècle et d'un bustier à l'effigie de la Grande Place d'Arras. Une fois qu'on a un joli buste, des jolies mains, après ça va vite. Et puis après j'enchaîne la structure de la jupe. Et puis vient le temps de commencer à prendre des mesures et à faire le costume. Mais je travaille avec ma sœur pour le costume. 8e création de l'artisan plasticien et toujours le même processus technique. Avant l'étape du costume, Johan doit modeler la géante et ses 4,30 m de hauteur pour environ 100 kg. On coule le silicone et ensuite on l'arme avec un tissu en fibre de verre aussi pour le rendre plus résistant à la déchirure parce qu'on va forcément beaucoup le manipuler. Pour la confectionner, il s'est inspiré de l'actrice française Jeanne Moreau ou encore de l'actrice américaine Saoirse Ronan, une inspiration contemporaine qui donnera à la géante une allure de femme forte, fidèle à son histoire. Mao d'Artois, c'est une femme de pouvoir au Moyen-Âge, les comtesses d'Artois, de Bourgogne aussi. Elle fait partie du cercle très restreint en tant que père du royaume, des derniers rois capétiens. Elle venait au final à Arras assez peu, mais elle venait à Arras pour ses temps de gouvernance. Mao d'Artois sera prête le 31 août et sera baptisée à l'occasion de la fête de l'Andouillette, puis elle prendra ses quartiers auprès des autres géants dans l'hôtel de ville d'Arras. On peut tirer un peu sur nous pour être à l'aise. Voilà, bouge plus. Oui, là, c'est un moment très émouvant. C'est une première que ce grand géant accueille les visiteurs, les Lillois, et puis les gens venus de partout, ici au sein du Palais des Beaux-Arts. Mais celui-ci, c'est pas celui qui vient de la mairie de Lille. Non, alors effectivement, il y a plusieurs figures qui existent. Celui de la mairie de Lille, il est très grand. Et c'est vrai que celui d'Éric-là, il fait que 3,70 m, ce qui va nous permettre, en fait, déjà de le mettre sur ce balcon, ce qui est quand même un petit peu la surprise. Et ensuite, au fur et à mesure de l'exposition, on va le retrouver. Il va se promener, il va déambuler à travers différentes salles du musée. Du coup, il faudra revenir pour le trouver dans différents endroits, et notamment dans la salle où il y a la forêt, puisque c'est son lieu de prédilection. Et du coup, voilà, ce géant, on garde ce côté un peu vivant qui va déambuler dans le musée. Un géant sur le balcon du Palais des Beaux-Arts, et pas n'importe lequel, l'Idéric, notre emblème lillois. Pourquoi il est là? Parce qu'il s'est installé le temps d'une petite exposition. Et les géants, mais c'est le véritable patrimoine de nos carnavals. On a pu le découvrir durant son format. Et là, c'est l'honneur suprême. Ils vont donc être désormais l'objet de cette exposition au Palais des Beaux-Arts. Une petite histoire des géants. Et nous, on va vous en faire découvrir un petit bout quand même. Petite histoire de géants. Qui a trouvé ce titre et pourquoi celui-là? C'est une exposition qui se veut modeste parce que c'est dans un cabinet graphique qui n'est pas immense, qui est petit pour les géants, mais du coup les géants sortent, débordent de partout. Donc cette petite histoire des géants, c'est essayer de faire rentrer cette grande histoire dans ce petit espace et à travers nous, notre petit regard, puisqu'on est tout petit à côté de ces grands géants. Et
il est vrai que cet anniversaire, 20 ans de commémoration d'un classement qui a été mené tambour battant. En un an, le dossier a été validé avec un portage qui a été souligné franco-belge ou belgo-français pour être tout à fait bien juste et qui a soutenu le classement au patrimoine oral et immatériel des géants, des géantes et des fêtes qui leur sont associées. Et là, nous avons la chance et le bonheur de pouvoir présenter les dessins de François Bouc commentés par lui-même. François Bouc, quand est-ce qu'elle a démarré cette histoire d'amour avec les géants? Il y a très longtemps. Ça doit dater à peu près des années 76-77. Qu'est-ce qui vous a plu chez eux? J'aime le dessin bien sûr, mais j'aime aussi la sculpture. Et de voir la possibilité de faire des sculptures de tête de cette envergure-là, c'était très, très jouissif. Après, bien sûr, il fallait les mettre en forme pour en faire des trucs pas trop lourds à balader. Donc, il y a toute une technique qui fait passer par un moule en plâtre et ensuite du papier. Mais le papier encollé est très, très costaud. Et donc, de ces géants, de ces personnages que vous avez portés, vous avez eu envie, après, de les coucher sur papier. Il y a eu une demande aussi de la ville de Lille? Alors, ensuite, pour cette partie-là, ce qui s'est passé, c'est que on a eu, au moment du passage à l'an 2000, l'idée avec le comité des fêtes de Lille, on a eu l'idée de se dire mais ça serait bien de raviver l'histoire de Lydéric et Finard, qui sont les deux personnages emblématiques de la ville. Et donc on a fait ce déroulé d'images qui était destiné donc à un dessin animé et aussi peut-être à une publication livresque. Aujourd'hui, de savoir qu'on va enfin découvrir votre film d'animation, qu'on voit les planches que vous avez donc offertes au Palais des Beaux-Arts, c'est pour vous un soulagement, une joie? Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant que tout le monde va pouvoir s'emparer de ce que vous avez créé, de ces géants? Non, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'abord de voir les dessins, parce que ces dessins-là, je les ai un peu oubliés. Donc quand je suis venu au moment du positionnement de l'exposition, j'ai redécouvert mes dessins en me disant tiens, oui, là c'est bien, là ouais, ça pourrait être mieux. Et donc ça a valeur un peu sentimentale, mais sinon, bien sûr, il y a l'aspect, on va pouvoir les voir, on va pouvoir voir ça, et surtout comprendre quelle est l'histoire. Et bien sûr, pour le public, découvrir cette histoire qui est proche donc de ces quêtes, que ce soit le roi Arthur, le prince vaillant, des choses comme ça. C'est aussi une assimilation à quelque chose de plus grand. Merci beaucoup François Bouc. Mais de rien. Et on vous invite donc à découvrir et à vous plonger dans cet univers et dans cette quête un peu arthurienne de ces géants de Lille. Dorian Demarque, vous êtes créateur de géants, vous fabriquez des géants, c'est génial comme métier. Bah ouais, créer des géants, en fait, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que en fait, c'est pas un métier où on fait toujours la même chose. On va passer des intentions, du dessin au plan, des rencontres, surtout au départ, en fait, avec le projet de personnes, un groupe de personnes qui va se réunir pour avoir une idée pour faire la fête. Donc ça, c'est chouette quand même. Moi, les géants, comme je les crée, j'ai envie qu'ils soient vraiment faits pour danser par le plus grand nombre, mais même des femmes ou des enfants peuvent porter certains géants. Voilà, enfin, qu'il y ait vraiment la possibilité pour tous que ce soit des géants, un portage démocratique. Alors on a le panier, mais on a aussi donc la constitution après. Ici, on voit des têtes. Alors une tête de Jérôme Lemeunier, en fait, créée par Stéphane de Laurence, qui m'a transmis un petit peu la création et le savoir-faire des géants. Et le Jérôme Lemeunier a été créé il y a 30 ans. À peu près pour la ville de Boskep, et c'est un ancien meunier. Et là, ça a été un travail qui a été fait à l'époque, il faudra demander la précision, mais je crois connaître l'origine, c'était le dernier meunier du moulin de Boskep. Et donc le géant, de manière à l'atelier, on passe vraiment d'un modelage en terre pour essayer de représenter le personnage en 3D, en fait, en volume. Et ensuite, on va venir prendre une empreinte de cette terre, de ce modelage anglaise, pour avoir un négatif
dans lequel on va tirer du papier, on va tirer un tirage. Là, le masque du géant va être tiré. Donc troisième étape, c'est le tirage dans le moule qui a été effectué sur la terre. Et on va sortir comme ça une gangue de papier avec le visage en positif, donc de ce négatif, on retire un positif, qu'on va peindre, qu'on va hermétiser en fait pour isoler de l'eau. Mais ça, c'est les techniques en fait traditionnelles qu'on retrouve sur les plus anciens géants au niveau de la région, c'est les roses de Cassel. Donc ça, c'est des géants qui vont bientôt avoir 200 ans de l'âge canonique, 2 siècles. Et donc ces géants, les plus anciens qui nous ont été transmis à travers le temps, puisque même les plus anciens ont été détruits à différents moments de l'histoire. Et ceci, en fait, date de 1827 réellement. Et donc, on a pu découvrir les techniques qui étaient employées à l'époque et on s'attache à reproduire un petit peu ces techniques, à garder ces techniques de réalisation. On célèbre avec cette exposition aussi l'inscription des géants au patrimoine immatériel de l'UNESCO, les 20 ans de cette inscription. Savoir que les géants entrent dans les musées, ça vous fait quoi? Alors les géants sont invités au musée, ils sont pas invités à y rester, ils sont invités pour faire la passerelle, pour vraiment aussi animer, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment animer une exposition où là, effectivement, on a des objets prêtés par l'Hospice Comtesse qui sont vraiment des pièces assez rares, qu'on n'a même jamais vu, en fait, des sculptures bois, des objets qui rappellent la légende de Lydéric et Finard, qui sont les héros fondateur de la ville de Lille. Donc ça fait quelque chose parce moi j'avais travaillé avec Stéphane de Laurence à la reconstruction des géants lillois en 99. C'est mon début en fait dans les géants. Et donc de voir tout ça s'articuler et de réunir en fait tout le monde avec François Bouc aussi qui a travaillé sur la légende en fait dessinée et animée. Tout ça en fait est en lien en fait. Et moi ce qui m'intéressait en tous les cas à l'invitation de Juliette Singer, directrice du musée, et les rencontres des équipes, c'était vraiment de mettre en lien toutes ces personnes, toutes ces rencontres que j'ai pu avoir autour de ce sujet, les géants, qui est en fait finalement le liant aussi entre tout le monde. Ces géants sont ici donc en ce moment au Palais des Beaux-Arts, ils sont également à l'intérieur de la mairie de Lille, ils sont à un autre endroit. Et pour conclure, je vais vous faire découvrir Lydéric et Finard, inscrits différemment dans le patrimoine lillois. Lydéric et son ennemi Finard sont ici au pied des 104 mètres du beffroi de la mairie de Lille, inscrits également au patrimoine de l'UNESCO. Ils ont été sculptés en 1929 par le Toulousain Carlos Sarabezol. C'est lui en fait qui a inventé une technique pour tailler des sculptures monumentales dans du béton frais. Impressionnant, n'est-ce pas, ces géants? Et il se murmure même que la nuit, Lydéric prendrait vie pour défendre la capitale des Flandres. Mais ça, c'est une autre histoire. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Honor ses trésors.